À l'étape poussin, il y a les vaccinations qu'on fait pour pouvoir assurer une bonne production plus tard. Ok, d'accord. Et à l'étape poulette, Oui. quelle est l'alimentation qu'il faut? Alors là, nous avons la provente poulette. La provente poulette, ok. Ça également, ça permet la croissance, mais comme je l'ai dit plus tôt, ça permet aussi la mise en place des systèmes de ponte. Oui, effectivement. Et ça contient moins de protéines que la provente poussin. Ok, quand ça contient moins de protéines, quel est l'élément qui s'ajoute pour compléter la nutrition? Il n'y a pas d'un élément spécifique qui s'ajoute à ça, juste que l'énergie augmente. Ok, donc, les composants pour pouvoir permettre à ce qu'ils aient beaucoup plus d'énergie sont plus présents que les composants qui permettent à ce qu'ils aient beaucoup de protéines. Ok, donc à cette étape-là, il y a encore des différents types de protéines, ou bien c'est toujours le même? C'est toujours le même. Ok, donc vous utilisez jusqu'à l'étape de pondeuse. Ok, à l'étape de pondeuse, vous utilisez quel type d'alimentation? Maintenant, à l'étape pondeuse, d'abord, il y a une phase là qu'on appelle la phase pré-ponte. La phase pré-ponte. Et généralement, c'est souvent négligé dans l'élevage. Il y a des éleveurs qui oublient ça. Et c'est une phase très importante. Genre, je dirais c'est une phase de transition au fait. Ok, donc c'est la phase qui relie la phase poulette à la phase pondeuse. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui se passe à l'étape à cette étape? Ouais, là, le système de ponte est déjà en place. Et il y a une forme d'alimentation là qu'on donne pour pouvoir s'assurer. Ok. Pour s'assurer que effectivement le système est vraiment mis en place et qu'il est fonctionnel. Et l'alimentation là, et quels sont les différents composants de ce type d'alimentation? Bon, je dirais que c'est toujours les mêmes composants. Ok. Juste là, il y a excès de calcium. Donc, je ne dirais pas excès de calcium, mais il y a un peu plus de calcium que la provente poulette. Ok, d'accord. Pour faciliter en même temps la formation des coquilles. Des coquilles, oui, effectivement, c'est très important, les coquilles pour les œufs, parce que sans ça, on n'a pas les œufs. Voilà. Effectivement. Et à l'étape des pondeuses? Il y a la provente pondeuse. Et la provente pondeuse uniquement. Oui. Ok. Et quels sont les nutriments essentiels que vous donnez à ces poules pondeuses, à l'étape pondeuse, pour s'assurer d'une bonne production d'œufs? Alors, pour s'assurer une bonne production en termes d'œufs, ce qu'il faut principalement suivre, c'est une alimentation équilibrée. Et qui parle d'alimentation équilibrée parle d'un bon taux de protéines. Parce que les poules pondeuses auront besoin de ce taux de protéines pour une meilleure croissance et pour la formation des œufs. Après ça, comme je viens de le dire, il y a les calciums qui s'ajoutent à ça pour la formation des coquilles. Et en plus de ça, il y a les minéraux, les méthionines, les lysines. Eux, ils sont là pour assurer la qualité de l'œuf. Ok. Et vous travaillez dans un environnement donné? Oui, en effet. Quel rôle l'environnement joue-t-il dans la production des œufs? Alors, l'environnement est très, très important dans la production. Parce que, prenons d'abord l'exemple de l'excès de chaleur. Peut-être si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas assez d'aération, il y a de la chaleur, ça agit directement sur la santé de vos poules. Et quand il y a quelque chose qui impacte directement la santé de vos poules, ce que vous devez savoir, c'est qu'en même temps, l'œuf chute. Donc, quand il y a quelque chose qui impacte directement la santé de vos poules pondeuses dans l'élevage, en même temps, il y a chute d'œufs. Et ils sont tellement sensibles à ce point? Oui, sur ce point, ils sont sensibles. Changement de température, l'aération, changement d'aliments brusques, maladie. Oui. Ils sont vraiment sensibles à ce point-là. Ok. J'aurais appris que notre cher gouvernement a décidé que d'ici la fin de cette année 2024, qu'ils vont interdire l'importation des œufs de table. Quel est votre sentiment par rapport à cela? D'abord, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai d'abord été très heureux. Parce que souvent, nos œufs sur le marché sont souvent en concurrence avec les œufs importés. D'accord. Surtout les œufs de Nigeria. D'accord. Qui proviennent, ces œufs sont moins chers sur le marché. Sur notre marché au Bénin, ces œufs sont moins chers. Et quand toi, tu vas avec tes œufs, on dit souvent que tes œufs sont chers. Donc, ça vous permet de réduire la concurrence sur le marché et pour positionner réellement. Effectivement. Et avec ça, vous êtes sûr de pouvoir satisfaire la demande sur le marché avec l'interdiction de l'importation des œufs de table? Voilà. C'est la deuxième partie de la question. Actuellement, avec la production actuelle, parce que pour ne donner qu'un exemple, il y a l'importation actuellement. Mais on arrive à écouler nos œufs. Mais quand sera-t-il quand l'importation sera fermée?
Ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Et pour ça, je sais qu'il y a des structures qui sont installées pour pouvoir compléter ce manque sur le marché. OK. Étant donné que vous avez dit, si je vous comprends bien, déjà, il y a les œufs qui sont importés, qui arrivent, en plus de vos œufs que vous écoulez, mais pourtant, sur le marché, il y a toujours des demandes. Voilà. Donc, si on ferme nos frontières et on vous demande maintenant de produire uniquement local, êtes-vous sûr de pouvoir assurer la demande? Bon. Êtes-vous sûr que la production qui est là actuellement, quand on ferme à l'année 2024, c'est fermé à partir de 2025, vous les producteurs de chez nous, êtes-vous sûr de pouvoir assurer la demande complètement? Pour être tout à fait sincère, c'est non. C'est non. Pour la production actuelle, pour ce qu'on produit actuellement, c'est non. On ne pourra pas couvrir la demande. Et en émettant le décret, le gouvernement n'a pas mis en place des structures d'accompagnement pour vous accompagner à produire plus pour pouvoir satisfaire la demande? En effet, il y a des structures d'accompagnement et il y a par exemple la TDA là, qui accompagne les éleveurs. Et on a la possibilité d'avoir accès à des poussins subventionnés. OK, des poussins subventionnés. Et d'avoir accès également à une partie de l'aliment. De l'alimentation subventionnée. Voilà. OK, et ils vous accompagnent à pouvoir produire. OK. Et est-ce que vous êtes sûr que l'accompagnement qui vous est donné répond réellement aux besoins ou bien il faut aller en profondeur pour faire plus? Bon, pour un début, je dirais que c'est déjà assez. C'est déjà assez? Oui, parce que dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la production des œufs de table, ce qui est le plus difficile, c'est la consommation. C'est la consommation. L'alimentation. OK. C'est ça qui pompe la majeure partie du coût de la production. OK, c'est l'alimentation. Voilà. Aujourd'hui, y a-t-il pas des alternatives pour l'alimentation que vous-même, producteur, vous pouvez faire pour... Parce que je sais que l'alimentation coûte énormément avec les produits qui sont sur le marché, tout ce qui se passe. C'est l'alimentation. Il n'y a pas des alternatives aujourd'hui pour pouvoir changer ce que vous avez l'habitude d'utiliser, mais trouver des substituts mais qui répondent effectivement aux besoins, qui ont les mêmes capacités, même plus que ce que vous utilisez. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que quand on dit que l'alimentation coûte cher, ce n'est pas l'aliment en lui-même qui coûte cher, ce sont les matières premières. OK. Les matières premières qui sont utilisées dans l'alimentation. Par exemple, le maïs, le soja, les touteaux de coton, les touteaux de palmier, etc. L'alimentation dont vous parlez, c'est produit chez nous? Oui. Les provantes? Les matières premières. Oui. Donc, ce que je comprends, il n'y a pas des provantes importées? Non. Pour le moment, non. Nous avons une structure appelée Veto Service. OK. C'est eux qui nous fournissent en termes de provantes conventionnelles. Donc, c'est eux qui fournissent? Oui. Donc, c'est parce que après, les matières premières sont chères chez nous que leur coût de production est élevé. Oui. OK. Et ça vous revient aussi forcément cher. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas trouver des substituts pour le maïs parce que avec je pense que le maïs aujourd'hui est très cher sur le marché parce qu'on a dit que c'est parce que on en donne trop pour les pondeuses que le maïs est cher. Aujourd'hui, le maïs est à 500, 400 francs sur le marché. Avec ce talus, n'est-il pas possible de trouver des substituts pour le maïs, pour le soja, pour pouvoir faire? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé pas très longtemps d'utiliser de la misola, du terra preta, de ces substituts-là qu'on peut faire et qui vont réduire de façon graduelle le coût de l'alimentation. Aujourd'hui, vous êtes l'expert. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Il y a ceux qui sont spécialement là pour nous trouver une autre forme d'alimentation. OK. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quelle que soit la matière première qu'on va essayer de remplacer, ça n'aura pas la même efficacité que le maïs directement. OK. Donc sinon, il y a les sondes de blé là qui donnent aussi de l'énergie. Mais il y a un taux à respecter. OK, d'accord. Et en matière d'énergie, ça n'égale pas le maïs. Ça n'égale pas le maïs. Donc, forcément, le maïs. Voilà. Donc, c'est un appel lancé aux producteurs qui sont dans la production végétale, surtout ceux qui consomment beaucoup trop bas de fer et autres là, de faire mollo pour que les producteurs de chez nous puissent avoir le maïs en quantité pour pouvoir continuer leur projet. Parce que les œufs sont utilisés partout, dans les gâteaux, tout ce qu'on fait, c'est les œufs. Donc, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas satisfaire la demande sur le marché à cause de la cherté des matières premières qui influence aussi l'alimentation, ce qui fait que même les œufs de table
aujourd'hui sont chers aussi. Parce qu'à une époque, on a vendu ça jusqu'à 1500. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à 2000, 2200 et c'est cher. Voilà. Donc, il faudrait qu'on pense réellement à l'alimentation, le maïs, le soja, comment faire pour que ces prix puissent descendre, pour vous alléger aussi la tâche en tant que producteur éleveur. J'aimerais que vous nous présentez un journée type dans les journées d'un éleveur. Quand vous êtes éleveur, quand vous vous réveillez le matin très tôt, comment ça se passe votre journée? Alors d'abord, ma journée démarre de 6 heures. De 6 heures. À 6 heures, je dois aller allumer la lumière pour pouvoir compléter la lumière du jour. Ok. Voilà. Donc j'allume la lumière à 6 heures. J'entre dans mon poulailler. Je vois mes animaux. Je vois leur mobilité. Ok. Voir si tout le monde arrive à bien bouger, s'il n'y a pas de cas de mortalité, etc. Après, je fais sortir les abreuvoirs. Je mets ça dehors. Je pars peser l'aliment. Ok. La quantité d'aliments qu'il leur faut. Il faut une quantité par jour, c'est ça? Oui, il faut une quantité par tête qui est calculée en fonction du nombre de poules qu'on a. Ok. Et comment vous distribuez ça? Vous mettez ça devant tout le monde? Bon, il y a plusieurs options de distribution. Vous avez la possibilité de donner à manger 2 fois, c'est-à-dire le matin très tôt et après dans la soirée à 16 heures. Vous avez aussi la possibilité de donner une seule fois. Ok. Moi, je donne une seule fois l'aliment. Ok. Voilà. Après d'avoir servi l'aliment, je sors, je nettoie les abreuvoirs et je mets l'eau. Je pars vérifier les fiches de traitement. Ok. Voir si mes traitements sont à jour ou pas. Si mes traitements sont à jour, je donne l'eau sainte. S'il y a des traitements à faire, je fais des traitements dans l'eau. Ok. Et puis je sers l'eau. Vous savez l'eau. Et vous avez parlé tout à l'heure de laver les abreuvoirs. Vous le faites tous les jours? Tous les jours, chaque matin. Si on a toute une journée. Vous ne pouvez pas donner de l'eau sans laver. Il faut forcément laver. Avant de donner de l'eau. Et bon, supposons que j'entre dans mon poulailler très tôt le matin, mais je vois que dans mon poulailler, il y a des abreuvoirs, l'eau reste encore. Je suis obligé de faire sortir encore l'eau là et encore de changer, ou bien je laisse ça, bon, je change seulement ceux qui ont été faits. Pour une bonne hygiène, il est primordial de faire sortir l'eau. De faire sortir l'eau. L'habitude pour l'eau qu'on sert, c'est souvent 24 heures. Ok, donc ça doit faire 24 heures. Si je donne de l'eau ce matin, le lendemain matin, si je reviens après 24 heures, que ça reste ou pas, j'ai l'obligation de faire sortir, de laver les abreuvoirs et de servir une autre eau. Ok, de servir une autre eau. Donc l'eau doit faire 24 heures chez eux. Voilà. Donc au-delà de 24 heures, ça devient nuisible. Oui. Ok. Continuez. Maintenant, après avoir servi l'eau, et il y a déjà l'alimentation qui est servie, maintenant je peux me retirer et revenir à 11 heures pour ramasser les œufs. Ok. Donc vous ne ramassez pas les œufs en même temps? Non. Supposons que vous entrez dans votre poulailler, vous constatez qu'il y a les œufs là. Vous ne les ramassez pas avant de leur donner à manger tout et tout? Non. Vous devez d'abord finir. Oui. Pourquoi? Parce que bon, vous avez la possibilité de ramasser directement quand vous voyez les œufs. Mais ça serait répétitif au fait. Vous allez devoir revenir plusieurs fois. Ok. Alors qu'il faut laisser jusqu'à 11 heures. Il y a la majeure partie des poules qui pondent déjà. Et donc vous ramassez une seule fois. Et vous revenez à 16 heures pour ramasser la seconde partie et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Il y a des poules pondeuses qui détruisent les œufs qu'ils pondent, non? Il y en a qui en consomment quoi? Oui, ça, bon, généralement, s'il y a trop d'œufs,